Donc voilà, il est d'usage de commencer par des remerciements. Donc merci Luc pour l'invitation parce que c'est agréable de revenir dans le giron qui m'a voilà débuté comme interniste. Et puis merci pour l'idée du programme. Moi même s'il n'y a pas une influence extraordinaire, je pense que c'est une très très bonne idée de parler du métier. Notamment parce qu'on n'a pas toujours les idées très claires par rapport à ça. Il est très évident que moi, à votre âge, je me serais pas nécessairement intéressé à un séminaire comme celui-ci, mais il est beaucoup plus évident que clairement, je n'imaginais pas une seconde que j'allais travailler dans une structure privée. Il y avait un certain nombre de stéréotypes, d'idées dans la tête. Euh, et donc, voilà, j'ai franchi le pas pour différentes raisons, personnelles, familiales, peu importe. Mais c'est un pas que vous serez peut-être amené à franchir, et donc c'est bien qu'on puisse parler de ça aussi. Si vous n'avez pas arrivé à mener bien tout le processus qu'on vous a expliqué, qui est souhaitable, hein, le processus hospitalier universitaire, si vous en avez plus envie, il y a d'autres possibilités, les centres hospitaliers généraux et puis les structures privées. Clairement, moi, mon enfer à moi, il ressemble à ça. Donc, c'est sûr que c'est plus glamour. Et c'est un exercice que j'apprécie beaucoup. Alors, je voudrais mettre deux préalables à cet exposé. D'une part, je ne suis pas le sergent recruteur des cliniques privées. Hein, il n'y a pas de syndicat des internistes des cliniques privées. Donc, moi, je peux vous raconter que mon expérience à moi. Un des soucis qu'on a en médecine interne, et Daniel Sereni l'a un peu dit tout à l'heure, on est peu nombreux dans le privé. Et on n'est pas du tout à faire la même chose ou à se connaître. Donc, on n'est pas à se réunir, à faire des congrès ou des sociétés savantes de médecine interne du privé. Et donc, en fait, moi, je vais pouvoir parler de mon expérience, un petit peu ce que j'en sais. J'ai une idée plus claire de ce qui va se passer dans le privé pour la médecine interne. Et je pense que c'est important de rester un interniste, y compris dans le privé, et que la médecine interne en tant que spécialité reste investie là-dessus parce que il y aura plus de lignes médecine interne privée à venir qu'il y en a maintenant. Alors, la clinique où je travaille, alors il y a en effet plus qu'une IRM, il y en a deux. Hein, on a deux scanners, on a tout le confort moderne, on a un TEP scan, c'est un gros établissement, un 450 lits. Au départ, c'était des petites cliniques qui sont groupées, des cliniques chirurgicales, et c'est la tendance du moment. Donc les petites cliniques vont disparaître, sont rachetées, deviennent des grosses cliniques. Et vous voyez, la nôtre, c'est l'équivalent d'un CHG de taille respectable. On a un centre anticancéreux in situ, on a un service d'urgence et on a tout ce qu'il faut. On a un labo qui fait bien l'hémato, qui fait bien la bactério, qui investit. Et voilà, donc on a tout ce qu'il faut et les spécialités chirurgicales parce que c'était la base de l'établissement et c'est la base de la médecine privée. C'était la base de la médecine privée jusque-là. On a les ORL, les ophtalmos, les urologues, etc. Donc moi j'exerce mon métier comme je le pense j'exercerai dans un CHG. Alors, il y avait aussi une cellule de com. Je vous ai montré le fond d'écran qu'ils auraient souhaité que j'utilise et qu'ils souhaitent que j'utilise chaque fois qu'on fait un exposé. Donc, je ne suis pas suffisamment corporate pour ça. Donc, je vais revenir à ma charte graphique à moi qui est noire et blanche. Et vous voyez, on a même une cellule de com depuis peu. J'en parlerai un tout petit peu. On a une administration, évidemment, qui est moins invasive, mais qui grossit un peu. Donc, on fait attention à son embonpoint, hein, en tout cas. La médecine interne au sein des nouvelles cliniques nantaises, c'est pas un service. Il n'y a pas de service dans l'établissement, c'est une de ces réflexions intelligentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mur fermé et on a le nombre de malades qui sont destinés à la médecine interne à ce moment donné. Et c'est pareil pour tout l'établissement, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de demandes, il y aura 80 patients de médecine et ils seront un peu partout. S'il y a peu de demandes, on aura des cataractes qui viendront dans les murs où on exerce habituellement. C'est le même mur, c'est le même établissement. Et on s'en rend compte, nous, parce que quand les chirurgiens travaillent moins pendant les vacances, il y a beaucoup plus de lits pour la médecine et il y a souvent plus que 60, il y a même des fois 80 malades qu'on a à gérer. Et donc, il y a beaucoup de place potentiellement. En tout cas, c'est un système qui fait qu'il n'y a jamais de lit libre dans cet établissement, parce qu'il y a toujours un malade à mettre, qui vienne des urgences sans poste en arrêt d'urgence ou qui soit à opérer. Et donc, c'est une des qualités, c'est cette souplesse. En tout cas, un des trucs que moi j'apprécie dans l'établissement que je fais, c'est l'intelligence de la gestion administrative. Et clairement, c'est un truc qui m'a beaucoup changé de l'hôpital, et c'est une des choses que je ne regrette pas de l'hôpital. On a par ailleurs la chance que cet établissement nous appartienne. Donc l'actionnariat de cet établissement, il est purement médical et donc il est à nous. Donc c'est agréable de pouvoir dire à son directeur d'hôpital que c'est jamais que notre salarié et que voilà, on en a changé, on en a viré, c'est agréable. Voilà. Et donc l'actionnariat, c'est purement les médecins. Alors ça change un tout petit peu, c'est-à-dire que les kinés maintenant sont actionnaires, et puis les cadres supérieurs vont pouvoir être actionnaires à minima, mais globalement l'actionnariat est médical et donc il y a un directoire qui est élu par un conseil de surveillance dont je fais partie, chaque médecin représentant 4,5% des actionnaires. On va donner beaucoup de chiffres, on va parler d'argent, hein, c'est pas sale, mais clairement, moi je suis beaucoup plus au contact direct de l'argent.
qu'on peut l'être éventuellement quand on est un médecin salarié. Mais c'est important, comme disait Jacques, la médecine, c'est rentable. Les hôpitaux s'en rendent compte, les cliniques privées s'en rendent compte. Et donc, il y aura plus de services de médecine à venir parce que ça fait gagner de l'argent, ça coûte pas bien cher, il n'y a pas besoin d'un bloc et ça fait rentrer des sous. Donc nous, voilà, on est organisé comme ça. Notre directoire est révocable si jamais ça nous plaît pas. Et on a un mot à dire. Là, on a un souci avec les ressources humaines sur 2 infirmières qui ont été mises sur le pool alors qu'elles sont des infirmières de médecine. Donc on est intervenu et ça va changer. Donc voilà, notre DRH a compris que ces infirmières, on voulait qu'elles restent dans la médecine parce qu'elles avaient envie de rester en médecine. C'est pas le cas de toutes, et donc on va faire en sorte qu'elles restent. C'est extrêmement agréable. Alors, la médecine interne au sein d'une clinique chirurgicale, c'était très très marginal au départ. En fait, ça reposait sur un historique assez nantais où un de mes associés avait toujours dit, moi, pour après mon clinica, je m'installerai. Il avait cette fibre-là. Et au départ, dans le projet médical 2000, moi je suis arrivé en 2004 dans l'établissement, il y avait écrit dans le projet médical de l'établissement, la médecine n'a pas une vocation à être rentable. La médecine était là pour faire de la qualité, aller régler des problèmes en chirurgie, puis gérer quelques lits que mon collègue gérait depuis longtemps. Ça, c'était 2000. Le projet médical 2010 que j'ai écrit moi, on était plus à l'époque, on est le 5e groupe de la clinique en chiffre d'affaires. Donc là, on va parler du chiffre d'affaires de la clinique et puis de notre chiffre d'affaires à nous, c'est 2 choses différentes. Mais dans les sous qu'on rapporte à l'établissement, on est 5e. Après la chirurgie générale, les anesthésistes, les cardiologues et la chirurgie orthopédique. On est devant les urologues, les ORL, les vasculaires, etc. Donc, on est devenu un gros groupe, on est devenu un des mammouths, un des piliers de l'établissement. Et on représente donc 5% du chiffre d'affaires de la clinique. Dans une clinique où il y a quand même beaucoup de spécialités, c'est beaucoup. Et ça, tout le monde s'en rend compte maintenant. Donc, on a acquis une respectabilité économique. Et maintenant, on a, dans les 5 directeurs dont je vous parlais, depuis 2 ans, il y a un interniste. C'est pas moi, mais mon collègue, il est dans la direction de cet établissement qui était au départ une clinique essentiellement chirurgicale. Donc, la médecine interne, elle peut gagner sa respectabilité aussi dans ce genre de structure. Nous, on était 2. Quand je suis arrivé, mon collègue, ça faisait 12 ans qu'il cherchait un associé. Je suis arrivé et depuis, on est 6. Donc là, le groupe a été multiplié par 6 en 10 ans. Et étonnamment, des 2 internistes sont venus s'agglomérer ensuite 2 infectiologues et 2 gériatres. Donc on est en train de retricoter la médecine interne comme elle l'était avant-hier, où tous ces services-là étaient unis. Ils sont, nous, dans la même spécialité. Et dans notre groupe, on est maintenant 6 avec cette organisation-là. Et ça augmentera encore. On n'a pas du tout l'idée de rester à 6, mais vous voyez, on a fait du chemin. Comment est-ce qu'on s'est organisé entre nous? Donc, on a un système bolchevique, en fait. C'est-à-dire que tout l'argent qui rentre va dans une société, une SEL, et cette société redistribue, paye ses charges, paye notre retraite. Tout ça, c'est les trucs qu'il faut payer quand vous êtes libéral. Vous payez en plus la CARM, FLURSAF, etc. Et donc notre société reçoit les sous, les redivise ensuite par 6 schématiquement et paye les charges, les secrétaires, la location des locaux, etc., etc. Et on a aussi mutualisé les contraintes qui sont les gardes et astreintes. Donc on est tout seul, voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Donc on est d'astreinte pour tout le service, 60-80 malades, 1 jour sur 6, nuit et jour. La plupart du temps par téléphone. En 10 ans, je me suis déplacé 2 fois la nuit. On est des médecins seniors, donc les patients vus en CV, ils partent pas en vrac. Il y a quand même un médecin urgentiste sur place, donc il se déplace en cas d'arrêt cardiaque, mais il y a une astreinte. Ça peut être un peu pesant. On est d'astreinte, on fait la visite un samedi sur 6. Donc là, on est tout seul le samedi, on voit nos 60 malades. C'est lourd, mais c'est que 1 sur 6. C'est-à-dire qu'on est, je sais pas le mot qu'utilisait Luc tout à l'heure, on est en autonomie le reste du temps, les 5 autres samedis. Et puis, on a mutualisé les dimanches avec d'autres spécialités, les neurologues, les endocrinologues. Donc, on fait un dimanche sur 11. Donc, c'est-à-dire que 10 dimanches sur 11, on ne travaille pas. Donc, c'est un système qui a ses avantages. On a mis en commun, par ailleurs, donc les charges, les secrétaires, et puis l'hospitalisation et le socle de notre société. Alors, comment est-ce qu'on travaille? La moitié de notre temps, on est en consultation, et la moitié de notre temps en hospitalisation. C'est assez simple. Nous, les internistes. Les collègues gériatres et infectiologues, c'est un peu différent, parce qu'ils ont moins d'appétence, puis même moins de demandes pour la consultation. Et donc, ils sont aussi en charge de missions transversales de l'établissement. Donc, l'hémovigilance, le clin, etc. C'est bien sûr des choses qui sont payées. On va pas faire du temps docteur à faire du clin ou de l'hémovigilance sans être payé. Donc, c'est des missions transversales qui représentent 30% de leur temps. Et puis, ils ont de la consulte aussi.
Et donc voilà, il y a des textes qui disent qu'il faut un infectiologue de liaison. Nos établissements le savent, nous aussi. Donc voilà, il y a une partie des sous qui est donnée par notre établissement, sans direct revenu afférent, si vous voulez, mais qui est payé pour faire de la mission transversale et de la qualité. Et c'est très important pour notre établissement, par exemple, d'avoir de la qualité, d'avoir un infectiologue qui se déplace en orthopédie pour les problèmes, d'avoir un gériatre qui va voir la petite grand-mère qui est tombée en post-opératoire. Et donc, c'est des choses que l'établissement paye. Et on a une charte entre nous, donc qui est importante, qu'il faut comprendre. On est en secteur 1, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de dépassement. On fera jamais de dépassement. Donc c'est comme ça qu'on s'est fédéré, et y compris dans mes consultations. Je ne fais pas 1 euro de dépassement, je ne l'ai jamais fait, je ferai jamais 1 euro de dépassement. Donc on est en secteur 1, ça a des problèmes, ça a des avantages. C'est-à-dire moi je suis extrêmement, j'ai la tête haute par rapport à ça. Je fais voilà, mais bon, la consultation c'est pas très rentable de ce point de vue-là. Il y a 2 passages par jour en hospitalisation. Donc le matin il y a une visite, il y a une contre-visite. Donc il y a au moins 2 docteurs qui passent pour voir à peu près les mêmes malades. Donc il y a une seniorisation, il y a une qualité. Donc c'est toujours agréable quand il y a un infectiologue qui passe derrière nous, qui voit la pyélo, quand il y a un gériatre qui passe pour les patients âgés. On fait en sorte d'être disponible, c'est-à-dire qu'on fait les courriers tout de suite. C'est nous qui faisons nos courriers, pour réduire notre temps de secrétaire. On dicte nos courriers. On répond, on prend tous les médecins au téléphone tout le temps. On prend peu les malades en pratique parce qu'on leur dit par contre appelez votre généraliste. Mais bon, ça fait quelques cas très particuliers, mais on prend tous les médecins tout le temps. Donc celui qui est d'astreinte, il y a beaucoup de coups de fil entre les urgences et les médecins. Mais bon, ça fait partie des choses qu'on doit faire. Il y a, je vais dire un gros mot, mais il y a une dimension commerciale dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, je peux pas engueuler les généralistes en leur disant vous êtes des pauvres cons, vous connaissez pas le lupus. Donc s'ils ont un lupus, je fais en sorte de le voir si je veux qu'ils soient bien soignés. Mais je prends les gens au téléphone et je les aide. Là, les généralistes nous sont reconnaissants de ça parce qu'on est tout le temps disponible en pratique. Et puis, on a en consultation, pour limiter les délais de consultation, on voit globalement les patients une fois, on voit les premières fois. On voit avec les généralistes pour la suite. Donc moi, à l'hôpital, je voyais mes orthones tous les mois. J'aimais bien arranger mes corticothérapies au pile-poil comme ça. Là, on pourrait pas faire ça. Donc je vois les patients, on a un schéma, un protocole de décroissance de corticoïdes qu'on explique, on revoit les gens en cas de problème, on prend les médecins au téléphone, mais en fait, notamment aussi pour des problèmes de temps de consultation, l'essentiel des patients est vu une seule fois et ensuite délégué au médecin traitant. C'est bien, moi c'est mon métier de diagnosticien en pratique que j'exerce là en consultation, et donc ça fait une consultation agréable, et mon délai d'attente c'est 2 semaines. Quand je regarde ma consultation à 1 mois, elle est vide. Ouais. Si je le revois pas tous les mois, donc je le revois, non. Si donc, ah oui, bon, 1 ou 2 fois, ça dépend des lupus, oui, 2 fois par an, c'est un minimum. 25% des consultations, tu vois, qui ne sont pas des premières fois. Donc on a 25% de sorties d'hospitalisation, de chronique, de traitement chronique, de traitement immunosuppresseur qu'on surveille bien sûr. 2 semaines. Ah ouais. Quand je regarde ma consulte, quand je veux me faire des petites frayeurs, je regarde à 1 mois, 1 mois et demi, il n'y a personne. Quand je suis arrivé, quand je me suis installé, c'était dur. Parce qu'au départ, voilà, je gagnais moins que maintenant. Au départ, je voyais personne, je me disais, ça va pas marcher, ça va pas prendre cette histoire. En fait, c'est comme ça. On va en parler. Je vais te donner le détail plus tard. Donc la consultation, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup. Moi, je fais la même chose que je faisais au CHU. Je fais de l'hématologie. La numération, c'est quand même la base tout le temps. Les grands syndromes et les maladies systémiques ou suspicion de maladies systémiques. Donc, on a, nous, sur site, un CHU qui marche très bien, avec des internistes de très haut niveau, mais pour plein de gens, on est quand même le premier recours. Donc, l'avantage, et c'est un peu, je pense, proche du CG, c'est qu'on fait beaucoup de diagnostics de maladies systémiques. Moi, je vois pas le Wegener en 4e main. Quand il y a un Wegener qui est en échec de 3 traitements immunosuppresseurs, il va voir Mohamed Hamidou à Nantes, il va pas voir Thierry Généraux. Par contre, c'est moi qui vois les nouveaux Wegener. Ça, c'est vachement agréable. Ça dépend. Ça va dépendre du Wegener. Je m'entends avec lui, on va le présenter en staff, on va le gérer en commun. Je le revois, Mohamed va le voir une fois de temps en temps, il va voir le Guivin de temps en temps, ça arrange. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de rigidité, mais je peux pas bloquer ma consultation avec que des suivis de Wegener et corticothérapie. Sinon, je fais pas mon job. Et donc, je vois bien sûr plein de suspicions de maladies systémiques adressées à la fois par des généralistes, mais aussi par des dermatos, etc., qui travaillent avec nous. Mais bon, moi, je suis totalement en accès ouvert avec l'hôpital. Et donc, on a, par essence, des créneaux de 30 à 45 minutes. Moi, je prends un rendez-vous toutes les 45 minutes. Des fois 30 minutes, certaines matinées. Et donc, on a du temps.
Et, par contre, vous allez voir, en termes de sous, c'est pas ça qui fait rentrer les sous. Voilà. Et donc, 2000 consultations de médecine interne pour répondre à ta question en 2015. 2000 à 2. 2000 à 2. 2. 1000 par tête. 1000 par tête avec, si tu veux, oui, je pense que ce que vous faites, hein, avec un patient tous les 45 minutes. Écoute, on fait de notre mieux, mais voilà, nous c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus de 2000 cette année. J'ai mis 2000, c'est un peu plus de 2000 consultations de médecine interne. On va y venir, on va y venir. Tu vas voir les chiffres. On a fait un peu de compte analytique cette année. On s'est fait peur. Voilà. J'ai des mots. Voilà. L'hospitalisation, 75% d'aval d'urgence, 25% de programmé. Programmé, c'est les gens qu'on prend, enfin programmé. C'est les gens qu'on prend au téléphone. C'est les gens issus de nos consultations qu'on voit, qui ont besoin d'un bilan, ou etc. Donc quand même 75% d'aval d'urgence. Donc c'est très comparable, moi, à ce que je faisais en hospitalisation en CHU. On prend aussi, bien sûr, les patients qui sont dans les autres unités. Je veux dire, un patient qui bourbite en chirurgie à J5, qui n'est pas géré par les anesthésistes, etc., il faut qu'il vienne chez nous. Hein. Donc pareil, le patient qui est fébrile dans la suite de prothèse de hanche, il ne faut pas qu'il traîne en chirurgie, il faut qu'il vienne chez nous. Donc là, ça se fait très simplement, ça arrange tout le monde, les chirurgiens, les anesthésistes, nous, ça nous fait des entrées. Et c'est de la qualité aussi, parce que c'est des patients qu'on doit diagnostiquer. Mais c'est ce que vous faites. Hein, enfin, de toute façon, on fait le même métier, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Et puis, pour l'instant, l'hôpital de jour, l'ambulatoire, c'est très marginal chez nous. C'est notre grand projet. Ça demande des bras et on n'est pas beaucoup de bras. Mais avec le nombre qui augmente, on a vraiment le projet de développer l'hôpital de jour, l'ambulatoire. La clinique est demandeuse et elle a besoin. Et nous, on a des malades qui rentreraient là-dedans. Donc, le nombre de séjours, vous voyez, en gros, je vous ai mis les lignes correspondent à l'arrivée des différents spécialistes. Et puis en bas, le nombre d'hospitalisations qu'on a fait. Vous voyez, 2001, c'est un peu avant que je suis arrivé, quand la médecine interne n'était pas destinée à être rentable. Et le 2015, j'ai pas les chiffres, mais dans le projet médical 2016, vous voyez, on a eu une croissance extrêmement régulière qui s'est accompagnée de l'arrivée de différents spécialistes qui ont accompagné le truc. Et on en aura d'autres. En tout cas, on a une vraie croissance de l'hospitalisation et donc la clinique s'est rendu compte que la médecine interne, la médecine en tout cas, c'était important pour elle. L'ambulatoire se développe dans les hôpitaux comme chez nous et clairement les lits qui sont ce qu'ils sont vont être de moins en moins remplis par des patients de chirurgie. Comme nous, on va là où les lits sont, il y aura de plus en plus de lits disponibles pour la médecine. Donc clairement, le développement de l'ambulatoire va dans le sens du développement de la médecine. Et ça sera vrai dans tous les établissements. Et c'est un point, je pense qu'il faut, c'est pas le sujet du jour, mais il faut que la spécialité s'en saisisse parce que les cliniques vont créer des lits de médecine. Et moi, je pense qu'il faut que ce soit des lits de médecine interne et pas des lits de médecine polyvalente gérés par n'importe qui. Donc c'est un vrai enjeu un des enjeux de la médecine interne de demain, c'est de ne pas oublier ces lits-là. Alors ça, c'est pour couper court à toute. Bon, on entend souvent nos copains de l'hôpital, ouais, mais vous avez des patients privilégiés, vous voyez pas les vieux, etc. Donc là, c'est l'état de l'hospitalisation. Enfin, c'est les 44 premières lignes le 7 janvier. Je les ai classées par âge. Oui, j'ai cliqué dans notre tableur par âge, et donc vous avez les 44 plus jeunes chez nous, qui ont donc de 82 à 96 ans. Donc clairement, on ne fait pas de la médecine, on voit que des jeunes gens avec des pyélonéphrite. On a beaucoup de sujets âgés, c'est pour ça qu'on a pris 2 gériatres. Donc vous voyez, bon, il y avait 70 malades ce jour-là, donc les 26 autres sont plus jeunes, mais clairement, on a une population qui est au moins aussi âgée, je pense, que celle qu'il y a dans les hôpitaux. Alors, sans rentrer dans des détails, comment gagne sa vie un interniste ça, c'est mes revenus à moi. Donc, 35% des sous que je fais rentrer passent par la consultation et 65% par l'hospitalisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque acte qu'on fait, chaque moment qu'on passe, il va être coté. Et c'est vrai, comme disait Bertrand, une consultation, une première fois, c'est un C x 2. Donc, c'est 2 consultations, donc c'est 46 euros. 46 euros, 45 minutes. Voilà, on est moins cher qu'un plombier, c'est très clair. On donne aussi des avis, donc on passe notre temps à voir des malades. Hein, clairement, et vous faites ça, c'est parce que vous aimez la clinique. Hein. Vous avez, puis clairement, comme vous êtes directement branché là-dessus, si vous voyez pas de malades, vous gagnez pas de sous, et donc là, clairement, vous avez envie de voir des malades et vous voyez des malades. Après, moi, je n'ai pas perdu pour autant. Là, j'en vois pas un toutes les 10 minutes. Je fais mon métier comme il faut. Et puis l'hospitalisation, c'est pareil. Un patient rapporte un C2 le jour où il rentre, et puis avec tous les jours, c'est 18 euros quand on a un surveillant. Donc c'est plein de tout petits ruisseaux qui s'accumulent.
Oui, c'est de la folie. Ben, depuis, on s'en est rendu compte cette année, tu vois, là, ah, ce qu'on veut pas. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça, excuse-moi, hein, mais je vais pas me justifier de ne pas être en secteur 2. Mais alors, deuxième fois, je peux pas faire un C2. Quand je fais une deuxième fois, je fais CS, je fais 28 euros. Ah non, 4 mois, c'est 4 mois. Quand je les revois tous les 4 mois, je peux faire des C2. Je vais vous dire combien je gagne à la fin, bien, vous imaginez bien. Le, le, ouais. 205 à 25 ans. Donc l'hospitalisation, vous voyez, donc c'est des sous un peu tous les jours, c'est quelques gestes techniques, c'est très très marginal. Hein. Donc nous, on a le problème de pas être branché sur des gestes techniques comme les gastro-entérologues, etc., ou les neurologues. Et donc un des soucis de la spécialité en libéral, c'est qu'en effet, on est très très dépendant du C, on est très dépendant de la revalorisation de l'acte clinique. Donc ça, c'est un combat qu'on mène avec le syndic, Daniel Serrini, etc., auprès des instances, mais clairement, nous, on veut avoir une C3 ou des choses comme ça, si tu veux, ou une consultation clinique complexe, qui est l'actualité, pour qu'en effet, on puisse, sans état d'âme, faire des consultations plus intéressantes. Alors là, c'est le chiffre d'affaires du groupe. Alors, c'est pas le chiffre d'affaires de la clinique et c'est pas non plus l'argent qu'on rapporte à la clinique. Hein, l'argent qu'on rapporte à la clinique, on le voit pas passer. Quand je fais rentrer une endocardite, la clinique touche la T2A endocardite. Moi, je suis pas intéressé à ça. Moi, je gagne mon C08 que je fais tous les jours. Non. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires de mon groupe. Et vous voyez qu'il se répartit en proportion, 62% sur l'hospice et 21%, pardon, 12% sur la consultation. Donc moi, c'est la moitié de mon temps. Alors, c'est pas la moitié du temps de mon groupe, c'est 35-40% du temps du groupe. Voilà. Mais on passe beaucoup de temps à générer peu de sous en consultation. En revanche, bien sûr, ces patients de consultation, certains sont hospitalisés, et puis voir des patients en consultation, ça fidélise des généralistes qui vont nous envoyer des patients en hospitalisation. Donc les retombées, si tu veux, sont pas immédiatement comme ça calculées, mais c'est une vitrine, la consultation telle qu'on l'a fait, qui fait que voilà, on alimente aussi une hospitalisation qui rapporte des sous. On a deux autres sources, donc le transversal, c'est les missions d'intérêt général payées par la clinique, et puis l'État donne des sous, alors donne des sous pour les sujets âgés. Quand on fait un acte sur un sujet âgé, c'est 5 euros de plus. Et puis, il y a une incitation sur l'informatisation. Donc tout ça, ça fait un chiffre d'affaires global de notre groupe, vous voyez, de presque 1 million d'euros. On y est presque arrivé cette année, on y arrivera cette année. Vous enlevez de ça les charges, la CARF, les secrétaires, la location des locaux, vous divisez par 6 et vous savez ce que je gagne. Ça, c'est mon groupe. Ça, c'est la société des 6. Voilà. Ça, c'est le brut qu'on gagne. Vous enlevez les charges, vous divisez par 6 pour 60 lits plus la consultation. Ouais, 60 lits globalement. Alors, c'est un point important parce que les charges, c'est des sous. Ouais. Les secrétaires aussi. On va y venir. Je vais m'en rapprocher. Je m'en rapproche. On parle d'argent aujourd'hui. Donc, vous êtes tous à l'hôpital. Vous avez une vision de la clinique privée. Voilà. Nous aussi, et moi je sais bien comment marche l'hôpital, mais je garde des relations avec l'hôpital. Je suis issu, moi, de l'hôpital de Nantes, puis de Paris, et donc on a d'excellentes relations avec la médecine interne. On n'a pas des internistes en face qui nous voient comme des rivaux ou des concurrents, et donc c'est des copains. Moi je suis issu de là, je fais mon externat là-bas en tout cas, j'ai fait mon internat à Paris. Donc on a des staffs communs. Il y a une époque, on avait un staff juste eux et nous. C'était un grand moment, ils venaient le matin, une fois sur deux c'était chez nous, une fois sur deux c'est chez eux, à 8h le jeudi. Et Mohamed, à chaque fois qu'il m'a dit, on va refaire ces staffs, parce que maintenant il y a des staffs par vidéoconférence qui sont beaucoup moins intéressants. C'est, bah ouais, j'ai un lupus, est-ce que je mets du plaquenil, quoi. Donc c'est vraiment, donc ça ne nous intéresse pas trop. Non mais c'est ça, c'est validé le diagnostic de lupus. Or moi, j'ai d'autres choses à dire à Mohamed Hamidou que ça, et donc voilà, on va refaire peut-être des mini-staffs juste entre nous, mais donc on a une communication permanente avec les gens de l'hôpital. Et clairement, quand j'ai un végénaire qui va mal, qui a besoin d'un avis ou voire d'une expertise particulière, il passe en médecine interne. Il n'y a pas d'état d'âme là-dessus. Donc eux, ils gardent la main sur ces patients, y compris en termes de recherche. Alors ça, c'est plus un vœu pieux parce que on n'arrête pas de dire on va faire de la recherche ensemble. On n'arrête pas de leur dire si vous voulez voir nous Horton, on voit énormément de Horton par exemple. Le Horton, c'est typiquement la maladie de l'interniste libéral. Donc ils sont à la disposition de la faculté pour des protocoles de recherche. Voilà. Bon, ça pourrait se passer, ça se passe pas vraiment, mais bon, nous on n'est pas fermé à ça. Et puis on est aussi en rapport avec d'autres services de l'hôpital. Il n'y a pas de réa sur site, alors que c'est notre souhait, hein, c'est le souhait de la clinique, c'est d'avoir de la réanimation depuis toujours. On n'a pas le droit.
Donc, on passe nos patients en réanimation à l'hôpital. Pareil pour les greffes de moelle ou la dialyse en urgence, même si on a un service de néphro chez nous. Donc, il y a un flux de patients qui vont vers l'hôpital, qui est tout à fait normal. Alors, en conclusion, quels sont les points positifs? Ça fait 10 ans maintenant que je suis installé. Après une longue période à l'hôpital, je regrette pas une minute ce que j'ai fait. Donc, les points positifs, c'est que j'ai un très beau recrutement. Alors, en hospitalisation, en effet, il y a plein de diagnostics à faire chez la grand-mère qui est tombée. Des fois, elle a un lupus, ça arrive. Elle a un lupus induit par les bêta-bloquants. Enfin, c'est possible. Alors, faut y penser. C'est à nous de faire ces genres de diagnostics-là. Le recrutement en consultation est merveilleux. Enfin, moi, j'ai aucun problème. J'ai une super consultation. On a une structure qui marche bien. Voilà. Je te téléphone jamais pour avoir une IRM, quoi. Le médecin généraliste m'appelle le matin, patient qui a fait un truc bizarre. Je me dis, il faut une IRM. Je fais la pré-demande. Je fasse faire ma CV à 5 heures, l'IRM est déjà faite. Voilà. Les avis de consultant, c'est le jour même. Donc, je veux qu'un patient, il voit un urologue, un ORL, etc., c'est le jour même. Donc, jamais j'ai besoin d'appeler, mais c'est ce qu'appelle jamais. Jamais j'ai besoin d'organiser un bilan, ça marche tout seul. Les mecs, ils sont là pour bosser, les radiologues aussi, les biologistes aussi. Donc, ça marche. Ça marche beaucoup, beaucoup mieux que ce que j'ai pu vivre à l'hôpital. Oui, commun, à tous. Ce que je vous ai montré un peu tout à l'heure, là, il y a toutes les consultations, etc. Donc, on a accès à tout ce qui se passe. Presque tout le monde y est, mais tout le monde converge vers ce dossier. De toute façon, on n'aura plus le choix d'ici peu. J'ai un bon contrôle de mon activité, c'est-à-dire que je suis le patron. Donc c'est très agréable. On s'organise comme on veut. Mes secrétaires, c'est pareil. Donc, je suis pas dépendant d'une administration pléthorique. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, je contrôle bien. On organise notre temps. Donc, on s'est voté une demi-journée d'autonomie par semaine, par exemple. Voilà, on est autonome une demi-journée par semaine. On peut se former. Certains d'entre nous vont faire une vac à l'hôpital pendant cette demi-journée, mais moi non. Moi, je m'occupe de mes enfants. On s'est voté 7 semaines de vacances par an. On prend 7 semaines de vacances par an. C'est peut-être pas, voilà, mais on est content. On peut faire comme on veut. C'est extrêmement agréable. J'ai rien perdu en éthique. C'était important pour moi en allant franchissant le seuil. Je me dis je perds rien, donc voilà, je fais pas de consultation alimentaire. Je fais un travail commercial, mais vous aussi. Si vous vous en rendez pas compte, c'est quand même le cas. Il faut faire rentrer des sous à l'hôpital. Moi, c'est plus en prise directe, mais clairement, c'est un métier. Et donc voilà, je j'ai pas fait de concession éthique. Le secteur 1 fait partie des trucs qui étaient absolument vital. Voilà, c'était vital pour moi de pas faire de secteur 2. Et puis c'est très agréable. Le docteur précédent parlait de ça. Et on a des relations avec les généralistes qui sont très agréables. On les apprend au téléphone, ils le savent, ils sont reconnaissants de ça. On voit leurs malades. On invite à faire des FMC, on les connaît, donc il y a un travail de réseau de terrain qui se rapproche clairement de ce que peut être un CHG. Quoi. Alors les points négatifs, c'est l'astreinte, d'astreinte une nuit sur 6. Moi, c'est des soirs où je suis de mauvaise humeur, mes enfants prennent, ils savent. Donc les soirs où papa est de garde, on fait pas chier papa. Les gros week-ends, quand on voit 80 malades un dimanche, on commence à se poser la question de passer à 2 maintenant, mais bon, c'est un point. Et puis il y a la responsabilité, elle est directe. Un nom de malade, un nom de docteur. Donc voilà, ils savent, ma maman est rentrée, c'est le docteur machin, donc qu'est-ce qu'il en pense le docteur? Je veux voir le docteur. Donc, c'est très là. Moi, ça me pose pas de problème, vous non plus, on est tous des gens responsables, mais c'est différent de l'hôpital, quoi. On est directement branché sur le malade. Un autre point négatif, c'est la science. Alors clairement, il y a encore quelques années, quand j'étais invité à faire un topo, je venais parler des histiocytoses de longue guerre ancienne. Là, je peux plus. Clairement, j'ai pas le temps de faire de la science. Donc, bien évidemment, j'ai arrêté complètement. On fait un tout petit peu de recherche on collige un certain nombre de choses. On a fait une communication à la SNFMI parce qu'on voit beaucoup de pics monoclonaux. Par exemple, moi, je vois 1 ou 2 pics monoclonaux par jour en consultation. C'est très extraordinaire. Donc, c'est un point, voilà, qu'on perd. Et l'autre point un autre point qui est difficile à régler, c'est que la science ne vient pas toute seule. Et clairement, à l'hôpital, vous avez toutes les revues sur une table, vous lisez négligemment. Moi, si je fais pas la démarche, l'effort, je ne sais plus ce qui se passe dans le monde scientifique. Et donc, c'est un truc sur lequel on travaille. On organise une bibliographie entre nous, mais c'est difficile. 6 docteurs qui font des consultations, se réunir pour faire une biblio, c'est difficile. Mais clairement, se former, la FMC, c'est un truc qui n'est pas naturel et sur lesquels on essaye de travailler, mais c'est pas aussi simple qu'à l'hôpital. On a moins de temps. Moi, si j'ai le temps entre lire un article et voir un malade, je verrai le malade. Donc, c'est un truc sur lequel on travaille. Alors, l'isolement est potentiellement un problème, c'est-à-dire que moi, dans la même journée, je suis l'externe, l'interne, le chef, le patron et le chef de service et le chef d'entreprise aussi. C'est-à-dire que je vais régler les problèmes avec mes secrétaires, je vais me parler aux infirmières, mais je vais regarder les natrémies le soir.
Hein, donc, je suis tout seul potentiellement. Après, dans un groupe, c'est moins compliqué. On s'est organisé pour que les malades soient toujours vus par au moins 2 docteurs, ou souvent 3, voire 4. Mais voilà, faut aimer cette autonomie-là. Hein, il faut être capable de travailler tout seul, de faire une visite le matin, de dire j'ai tel et tel problème, j'en parle à mes collègues. Mais bon, on peut être isolé facilement. À 6, c'est moins le problème. Après, l'organisation libérale, elle est fragile. Hein. Moi, si je suis malade, c'est un vrai souci en termes de revenus. Donc, on est obligé de payer des assurances. On rajoute dans les charges, on a des assurances pour nous garantir si jamais on est malade, parce que la CARMF, la caisse d'allocation, la retraite des médecins français, c'est pas extraordinaire. Donc, on paye des assurances en plus pour garantir nos revenus si on tombe malade. Et si quelqu'un tombe durablement malade dans mon groupe, c'est un vrai souci. Voilà. Donc, c'est une fragilité qui existe. La protection sociale aussi, bien sûr, on n'a pas les congés payés ni quoi que ce soit, donc bon, il faut qu'on s'organise pour que les revenus soient lissés sur l'année. C'est ce qu'on a fait pour pas. À une certaine époque, c'était pas le cas. On avait des mois où on gagnait double et puis les mois d'août on gagnait rien du tout. Donc, voilà. Même là, c'est moins le problème. Et puis il y a un point extrêmement important, c'est que moi j'ai beaucoup de chance dans l'établissement où je suis. Hein. C'est un bel établissement. Et ça peut être différent ailleurs. Je pense pas. Je pense que les cliniques s'organisent pour être bien, mais bon, moi, voilà, j'ai l'IRM dans la journée, j'ai tout ce qu'il faut. Ça peut être différent ailleurs, donc je peux pas parler au nom de tous les internistes libéraux parce que peut-être que certains vivent des choses différentes. Et puis la gouvernance de la structure, nous on est très attachés à notre autonomie, mais un jour on sera certainement racheté par un groupe. Hein, c'est pas le cas. Il y a eu une offre déjà. Il s'est trouvé une majorité de médecins pour refuser l'offre qui a été faite de nous racheter. Enfin, ils valorisaient l'action très largement au-dessus de ce qu'elle vaut. C'est pour ça que je dis bien que mon expérience à moi n'est pas généralisable, que c'est celle-là, mais voilà, que ça va peut-être changer la structure économique des structures des émotions, pas globalement, hein, mais bon. Justement, il y a certains groupes, des groupes qui sont en difficulté et les choses vont peut-être changer. En tout cas, au niveau de notre région, ce que je connais bien, c'est plus compliqué que ça. Et donc, pour finir, j'espère avoir balayé vos enfin moi ce que j'avais en tête que être médecin dans une clinique privée, c'est passer le soir et balayer dans les coins en chirurgie des patients qui sont fait poser une prothèse en or. C'est pas ça du tout. Hein. On a des patients âgés, on fait de la médecine, voilà. Et moi je trouve ça passionnant. Je suis enchanté d'être chef d'entreprise. C'est un truc qui me manquait. Alors c'est rentable. Hein. Oui, moi je gagne bien ma vie. Je gagne mieux ma vie qu'un PH en fin de carrière. Je gagne moins bien ma vie qu'un professeur. Je gagne moins bien ma vie que la plupart de mes collègues de la clinique. Voilà. Donc ça, c'est un vrai point qui existe et qu'on est un gros groupe où on gagne individuellement beaucoup moins qu'un cancérologue, qu'un radiologue, qu'un biologiste, voilà. Donc ça, c'est lié à notre structure, mais malgré tout, je me plains absolument pas. Mais venez pas dans le privé pour gagner des sous en médecine interne. C'est pas le cas. Si vous venez là, faut le faire pour autre chose. Vous gagnerez votre vie, mais c'est pas nécessairement la motivation de base. C'était pas la mienne au départ. Et ça se produira jamais, même si l'acte clinique est révalorisé. Et puis, un autre point important, tu en parlais tout à l'heure, je n'imagine pas un modèle économique où on puisse faire la médecine interne sans être adossé à une hospitalisation. Il faut 20 lits pour payer un médecin à peu près, sans l'émission transversale ni quoi que ce soit. Donc, ça me paraît illusoire d'imaginer, je vais visser ma plaque, sauf avoir fait un business plan extraordinaire, des déplacements, etc. C'est pas possible, voilà. Donc, si vous devez venir, sachez qu'il faut une hospitalisation derrière. Les médecins sont payés, mais tu vois, moi, j'imagine pas comment faire tenir debout même un exercice individuel sans avoir les revenus. Je te parle de revenus hein, liés à l'hospitalisation. Dans ma pensée, j'imagine pouvoir faire des trucs en hôpital de jour et tout, de faire voire un service purement de médecine interne si on n'avait pas les gériatres et les infectiologues, mais d'un point de vue économique, je ne vois pas comment. En l'état. Voilà, hein, tu vois, c'est la moitié de mon temps et c'est entre, selon la façon dont on se situe, 15 et 30% de mes revenus. Donc, ça serait pas possible. Donc, en tout cas, voilà, c'est pour les jeunes, vous pouvez le faire. C'est vraiment un truc que je ne déconseille pas, clairement. Moi, je suis épanoui dans ce que je fais, mais il faut bien préparer son coup. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'à la fois, parce que les flux peuvent être, moi, je suis au courant de tout ça parce que un certain nombre de collègues me disent, bah, tiens, j'ai un jeune qui a été contacté par une clinique, qu'est-ce que tu en penses? Donc, on a appelé, puis on a appelé aussi par des cliniques qui disent, bah, voilà, nous, on veut créer un service de médecine. Comment vous avez monté les choses? Donc, en tout cas, je pense que tout ça, ça reste de la médecine interne. Il faut que les internistes, qu'ils soient hospitaliers, hospitalo-universitaires, libéraux, travaillent ensemble pour la qualité de tout ça. Parce qu'il y aura, ces lits vont exister. Hein, c'est un point que je disais, il faut pas qu'ils soient laissés à l'abandon et gérés par n'importe qui. Et je pense que la médecine interne a un défi pour ça. Et voilà, en tout cas, je vois pas sans hospitalisation.